Salut, aujourd'hui dans Décodeur des maths, discutons sur la gravité. En 1915, une nouvelle théorie de la gravitation a vu le jour. Au lieu de dire théorie de gravitation, je préfère dire théorie de l'espace, ou plutôt théorie de l'espace-temps. Cette théorie nous dit que l'espace est un tissu réel qui peut se courber, se déformer, qui peut onduler. Cette théorie de gravitation nécessite de nouvelles outils mathématiques. La géométrie euclidienne ne marche plus. Il faut une géométrie non euclidienne. La géométrie de Riemann. Dans cette vision de la gravitation, la notion de vecteur est complètement bouleversée. Si je parle d'un vecteur, si je prends un point A et un point B, on a un vecteur que je peux former à partir de ces deux points que je vais appeler le vecteur AB. Cependant, si l'espace est courbé, la notion de vecteur n'a aucun sens ici. Dans la géométrie de Einstein, la notion de vecteur, comme on le pense, est bouleversée. J'ai bien dit que cette théorie nous dit que l'espace est courbe. Et voici une image qui représente ce que je vais dire. Cependant, la question à se poser est, l'espace est-il réellement une entité qui peut se courber, se déformer? Est-ce que Einstein a décrit réellement ce qu'est l'espace? Il a décrit le comportement de l'espace ou bien il a décrit la nature de l'espace? C'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Et pour répondre à cette question aussi ardue, je vais te proposer quelques expériences de pensée. Parce que ces expériences, tu ne pourras pas les réaliser. Ou du moins, si tu les réalises, ça sera une seule fois dans ta vie. L'expérience que je vais te proposer, c'est de sortir de la Terre. Voilà, tu sors de la Terre et tu vas à proximité du Soleil. Et observe le Soleil. Et vas-y, plonge-toi dans cette pensée. Observe le Soleil. Voici le Soleil. Observe-le. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le Soleil chante. C'est-à-dire que le Soleil fait... Le Soleil chante. Tu vois une sorte tu vois tout simplement un problème qui est là, ce que je veux dire. Tu vois quelque chose qui n'a pas de pitié qui est là. La deuxième expérience que je vais te proposer de faire, c'est une expérience aussi qui consiste à aller dans l'espace. Mais cette fois-ci, je te propose d'aller dans l'espace sans les combinaisons d'astronautes. Voilà, aller comme ça. Bon, en réalité, les astronautes vont dans l'espace, mais les astronautes ne vont pas dans l'espace. Dire ça, c'est pas abstrait. Ça veut dire que les astronautes vont dans l'espace avec la Terre, puisque ils essaient de reproduire les mêmes conditions de la Terre dans leur costume. Donc, ils vont dans l'espace en étant sur Terre. Mais moi, je te propose d'aller réellement dans l'espace. Et si tu vas dans l'espace, de un, il n'y a pas d'oxygène. Bon, tu ne pourras plus respirer, mais ce n'est pas ça le plus important que je vais dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu pars dans l'espace, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas commencer à te gonfler et à t'exploser. Tout simplement, tu vas t'exploser. Et l'explosion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut te dire que l'espace te montre qu'il y a un danger, qui n'est pas aussi simple qu'on veut le décrire avec une géométrie. L'espace te montre qu'il y a un certain danger qui est là. Quand je te dis d'aller au niveau du Soleil, c'est pour te montrer un danger. Si on essaie de parler d'une géométrie dans l'espace, voici la géométrie, je prends la Terre. Bon, vous comprenez ce que je vais dire? Si je prends la Terre et que je parle de géométrie, il n'y a plus de ligne droite. Il n'y a plus de droite quoi, en réalité. Donc, il faut utiliser une géométrie différentielle. Et ça, je suis en train de faire de la géométrie. Donc, en général, qu'à proximité de la Terre, les lignes droites deviennent courbées. C'est-à-dire que les objets vont suivre des lignes droites. Mais ces lignes droites deviennent en quelque sorte des lignes qui sont encore courbées par la présence de la Terre. N'est-ce pas?
Et ça, je suis en train de faire une géométrie de l'espace. Et la géométrie de l'espace, c'est différent de la nature de l'espace. La géométrie de l'espace, c'est différent de la nature de l'espace. Parce que là, je parlais d'un espace vectoriel, d'un espace affine. Je parlais de tout ça. Je suis en train de mathématiser en quelque sorte l'espace. Et moi, je te montre que si tu vas dans l'espace, il y a quelque chose d'autre, il y a un danger qui est là. L'espace lui-même te dit, regarde-moi, est-ce que je suis calme? Il y a un problème. Je ne suis pas calme. Je suis un danger. C'est ce que l'espace te dit. Donc Einstein a démontré quelque chose à la surface. Il a parlé de la surface. Il n'est pas rentré en profondeur. Et qu'est-ce qui me permet de dire ça? Tout simplement parce qu'au de nos jours, on cherche à concilier les deux piliers, les deux grandes théories de la physique, à savoir la théorie de la relativité générale et la mécanique quantique, qui décrit le monde de l'infiniment petit. Mais on n'arrive pas à réconcilier les deux. Et donc, le problème qui se pose est que Einstein a géométrisé l'espace. Il a fait une sorte de géométrie de l'espace. C'est vrai que nul n'a fait ça avant lui. Il a été le premier à proposer des équations qui vont écrire l'univers tout entier, les étoiles, les planètes. Mais le problème est que on doit essayer de voir la nature de l'espace ou de géométriser l'espace. C'est vrai, l'espace est un tissu. C'est ce qu'il dit, qui a de comportements. Mais la question qu'on devrait se poser, de quoi est fait ce tissu? C'est comme si je te montre les comportements de l'eau. Le comportement de l'eau. Je te dis que l'eau c'est un fluide, l'eau peut se déformer, l'eau prend la forme du récipient qui le contient. Je suis en train de te montrer comment l'eau se manifeste. Et comment l'eau, la géométrie de l'eau, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je ne suis pas en train de te dire que l'eau est faite d'hydrogène, d'oxygène. Je ne te dis pas tout ça. Cependant, si nous voulons fusionner la mécanique quantique avec la relativité générale, on doit se poser la question suivante. La force de Casimir là, qui rapproche les deux plaques là, elle est due à quoi? Est-ce réellement des particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre dans le vide? Est-ce que le vide est vraiment vide? Ce sont des questions que nous devons nous poser, qu'on doit se poser. Mais on préfère rester dans ce monde abstrait en disant que la relativité et la gravitation c'est dû à une courbure de l'espace-temps. Et on cherche toujours, je dis bien, à réunir la relativité générale avec la mécanique quantique. Et on n'a toujours pas pu mettre les deux dans le même sac. On a pu fusionner la relativité restreinte avec la mécanique quantique, puisque la relativité restreinte, en quelque sorte, elle est vraie. Elle est vraie. Si tu doutes, tu peux aller demander à Dirac. Bon, c'est vrai que Dirac lui-même, il a dit qu'il ne comprend pas sa propre équation, que l'équation réserve des secrets. L'équation se comprend elle-même. Mais on a pu réconcilier la mécanique quantique avec la relativité restreinte qui a donné l'antimatière. Mais si nous allons maintenant, on veut fusionner avec la relativité générale, la mécanique quantique avec la relativité générale, là ça ne marche plus. Alors pourquoi? On a essayé de faire la théorie des cordes, de dire qu'il existe des dimensions supplémentaires qu'on n'arrive pas à observer, qu'on ne peut pas observer avec, à l'œil nu, qu'on ne peut pas voir. On a parlé, c'était à 26 dimensions, mais je pense maintenant que c'est 11 ou 9 dimensions. On a fait la théorie quantique à boucle. Et toutes ces théories sont basées sur la relativité générale. Mais si la relativité générale n'arrive pas à se fusionner avec la mécanique quantique, on doit se poser une autre question. Et si le problème venait de la relativité générale? Et si la relativité générale n'était pas la bonne explication de la gravitation? Hein? Si la relativité générale est une approximation, parce que Einstein lui-même il a dit que la folie c'est de répéter toujours la même chose en espérant des résultats différents. On a géométrisé l'espace. C'est différent. On a géométrisé l'espace. Pourtant nous voulons la nature de l'espace. Donc, pour arriver à faire la théorie du tout, pour arriver à fusionner la mécanique quantique avec la relativité générale, il faut voir autrement. Il faut comprendre ce qu'Einstein a dit, que la folie c'est de répéter la même chose. Ça fait plus de 30 ans on essaie de fusionner les deux, ça ne donne pas. Donc on doit réfléchir maintenant sur la gravité. C'est quoi la gravité?
Einstein a décrit une gravité qui explique le monde de l'infiniment grand. Mais est-ce que l'infiniment grand même existe? Parce que tout ce que tu vas prendre est constitué d'atomes. Moi, je suis constitué d'atomes. C'est l'assemblage de trucs qui fait que je dis que je suis grand. Mais en réalité, ce qui existe, c'est seulement l'atome. Est-ce que l'explication de la relativité générale est la bonne? N'est-ce pas une approximation? Ce sont des questions à se poser. Donc, l'hypothèse d'Einstein, c'est qu'il a postulé, dès le début de la relativité restreinte, il a postulé que l'espace vide est vraiment vide. C'est ce qu'il a postulé. Cependant, pour faire la relativité restreinte, il a utilisé les équations de Lorentz. Lorentz lui-même, dans ses équations, il a postulé l'existence de l'éther. L'éther luminifère, qui est une sorte de fluide immobile. Et avec ce postulat qu'il a fait, il a montré la contraction des longueurs, il a montré qu'il y a des heures locales. Lorentz lui-même, il a accepté dès le début les équations de Lorentz, les transformations de Lorentz sont compatibles avec la présence de l'éther, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je vais dire, c'est que la solution qu'on a proposée, c'est de dire que l'espace vide n'est pas vide, parce que Nikola Tesla l'a prouvé. L'espace vide n'est pas vide. Et Einstein lui-même a dit que si on a pu démontrer l'existence de l'éther, ce qui resterait dans la théorie de la relativité générale, c'est le principe d'équivalence. Et donc moi ce que je vais dire, c'est que si on veut, si la communauté scientifique veut, s'ils veulent vraiment fusionner la mécanique quantique avec la relativité générale, on doit revoir ce qu'est la gravitation. Je salue le travail de Einstein, vraiment il a fait un effort intellectuel, c'est bien. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter là-bas en étant borné seulement ça, en étant borné, parce qu'on est borné, c'est comme si on ne voulait plus réfléchir sur la science. Est-ce qu'on doit se borner là-bas? Parce qu'il y a un domaine assez large dans la science. Remarquez, les Nassim Haramein sont en train de parler de l'univers holographique. Mais on ne veut pas les écouter. Parce que s'il y a une compréhension de l'espace qui est là, si vous arrivez à avoir cette compréhension de l'espace, vous devenez un danger. C'est ce que Nassim Haramein voit. C'est ce que Nikola Tesla a vu. Mais si on se base avec la relativité générale, on ne voit pas ce danger de l'espace. On ne voit pas ce danger. Si on fait le postulat que l'espace vide n'est pas vide, contient de l'éther, on voit un danger qui apparaît. C'est le postulat que nous allons faire. Je ne dis pas que c'est vraiment l'éther qui est là, parce que moi je ne sais pas c'est quoi qui est dans l'espace. Je ne suis pas d'accord que c'est l'éther. Mais je sais que l'espace vide n'est pas vide. Ce n'est pas parce que notre œil ne voit rien qu'on va dire que c'est vide. Notre œil a été créé pour voir des choses essentielles. Si je vois des fantômes, quelle est l'importance de voir des fantômes? Ça n'a aucune importance avec moi. Mon œil a été créé pour voir ce qui va me permettre de vivre sur Terre. Donc c'est pas parce qu'on voit... La notion de vide n'a même pas de sens. Voilà. On ne doit même pas parler de vide. C'est vraiment honteux de voir quelqu'un parler de vide. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici l'hypothèse qu'on va faire. Si toi et moi, nous voulons créer une nouvelle théorie de la gravitation qui va être compatible avec les prédictions de Einstein, c'est-à-dire qui va décrire les trous noirs, les déviations de lumière à proximité d'une masse. Et en parlant de déviation de lumière à proximité d'une masse, ce que Einstein a montré que la lumière sera déviée, ce n'est pas quelque chose de miraculeux. C'est juste une réfraction de la lumière. Le milieu n'est pas homogène. Ça a été une simple réfraction de la lumière. On peut démontrer ça mathématiquement en supposant que le vide n'est pas vide. On peut démontrer que la lumière sera réfractée. Parce que la lumière même, c'est une conséquence de ce qui n'est pas vide, de l'éther dont je parle. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que moi je veux dire, c'est que l'hypothèse est la suivante. L'espace vide n'est pas vide. L'espace vide est rempli d'un fluide qu'on appelle l'éther, dont on doit connaître les caractéristiques de l'éther. L'éther est un fluide qui existe. L'espace vide n'est pas vide. Einstein lui-même, je vais le répéter, a été humble en disant que si on découvre la présence de l'éther, on peut tout simplement expliquer le fait que tous les corps tombent de la même façon, quelle que soit leur masse, leur nature. Voilà. Ensuite, ils vont tomber de la même façon, quelle que soit leur masse, leur nature. On peut démontrer ça à travers l'éther, voilà, si on postule l'existence de l'éther. Et donc, l'espace vide n'est pas vide. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? Si on dit que l'espace vide n'est pas vide, il y a un fluide, qu'est-ce qu'on peut voir? Qui parle de fluide parle de pression.
Si on dit que l'espace vide n'est pas vide, on parle de fluide, on va parler forcément de pression. Donc ça dit que tout corps dans l'univers subit une pression. C'est cette pression qui fait que le soleil est de forme sphérique. C'est cette pression qui fait que la Terre est de forme sphérique. Et on va essayer de mathématiser ça un peu. De voir un tout petit peu. Donc on va essayer de faire un petit calcul pour voir ce que ça va donner. Un petit calcul. Voilà. Donc, on introduit l'éther. C'est une supposition que l'éther existe. Parce que Nikola Tesla, on a dit qu'il a démontré. Mais la communauté scientifique a multiplié par 0 ses recherches. Donc, voici une sphère de rayon R qui est dans l'univers. Si l'éther existe, on a une sorte de pression sur la sphère. Voilà, au moins vous comprenez ce que je vais dire. Et qui parle de pression, parle d'une force divisée par une surface. La pression dépend du rayon de ce corps. Donc on va avoir F divisé par la surface. Et la surface de la sphère, ça fait 4 pi r carré. Moi, je vais introduire le volume. Pour cela, je sais que le volume d'une sphère, ça fait 4 tiers de pi fois r au cube. Donc, le volume de la sphère, ça fait 4 tiers de pi fois r au cube. Ici, moi, je vais avoir 4 tiers de pi fois r au cube. Cependant, je dis que la P de R, en fonction du rayon, qu'est-ce que je fais? Ici, je multiplie par 1 tiers de R. Donc, on va avoir ici 1 tiers de R fois F sur, ici, je mets 4 tiers de pi fois R au cube. Je vois bien, ici j'ai 4 tiers de pi. Donc, P de R, c'est égal à 1 tiers. Je vais écrire que ce petit R fois F sur le volume du corps que j'ai considéré. Donc, P de R, ça fait 1 RF sur V. C'est-à-dire que P de R, ça fait RF sur 3V. N'est-ce pas? Ça fait RF sur 3V. Donc, je dis pression de l'espace ici. Et là, je vais dire force de l'espace. Voilà. Donc, la pression, ça fait R fois la force que l'espace est sur 3 fois le volume de l'objet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, ce que je veux que tu vois, ici, c'est le volume qui intervient ici. C'est-à-dire que plus le volume devient petit, plus la pression devient intense. C'est ce que ça veut dire. Donc, la gravité, si on interprète la gravité comme étant une pression, ça n'a plus de sens de dire que la gravité est la plus faible des 4 forces fondamentales. Voilà, ça n'a plus de sens de dire que c'est la plus faible des 4 forces fondamentales. Elle n'est pas la plus faible. La gravité se manifeste même à l'échelle des protons. C'est elle qui fait que les protons sont soudés. Si on postule qu'il y a un fluide qui est là, on raisonne comme ça. C'est elle qui fait que les protons sont soudés. Donc, ce n'est pas la force la plus faible. Au contraire, même, c'est la force la plus forte, je vais dire. Parce que c'est elle qui arrive à mettre cette pression, puisque les protons ont un rayon petit, le rayon des protons, c'est important. Donc, c'est ça qui fait qu'on a les pressions, voilà, qui sont là, qui s'exercent sur les protons et qui fait que les protons sont soudés. Voilà. Et là, il y a d'autres qui me disent dans le commentaire que je dois faire une expérience de mes affirmations. Je fais de la physique théorique. Je fais des pensées. Ce sont mes pensées qui m'amènent à des conclusions. Je ne suis pas un physicien expérimentateur. Je ne fais pas des expérimentations. Voilà. Je suis en train de penser. Et là, je matérialise ce que je vois. Quand Einstein a fait sa théorie de la relativité restreinte, il a fait certains postulats qu'on va admettre.
que l'espace est vide, qu'on va admettre que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels inertiels. C'est ce qu'il a dit. On va admettre, il y a des choses que tu vois, tu dois admettre que c'est comme ça. Là, je vois. Donc, je fais des hypothèses. Je vois que l'espace n'est pas vide. C'est ce qu'on doit faire pour progresser. Voilà. Donc, si on arrive à décrire l'éther, ça devient même compatible avec la mécanique quantique. On va arriver à faire la théorie du tout que l'on veut. Cependant, à moins qu'on ne veut pas faire la théorie du tout, qu'on veut garder la relativité générale pour garder la relativité générale, bon, ça ne devient plus une science, hein. Ça devient quelque chose d'autre, je ne sais pas moi. Mais si on veut garder la relativité générale comme ça seulement, parce que c'est Einstein qui l'a fait, bon, ça, ce n'est plus de la science, ça devient quelque chose d'autre encore. Voilà, vous savez de quoi je veux parler. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que il faut bouleverser, enlever cette notion du vide qui est là. Le vide n'existe pas. Point. L'espace vide n'est pas vide. De la même façon que les poissons sont dans l'eau, de cette même façon, l'univers n'est pas vide. C'est comme nous aussi, nous baignons dans un fluide et qu'on n'est même pas conscient de ce fluide qui est là. C'est une honte de parler d'un espace vide. L'espace vide n'a absolument pas de sens. Et moi, je vais te poser une question. Ceux qui me parlent du champ de Higgs là, qu'on a le champ de Higgs qui explique la masse, le boson de Higgs, tout ça, ce sont des manifestations de l'éther. Si l'éther existe, ce sont des manifestations de l'éther. Je ne dis pas que c'est le mot éther qu'on a utilisé, peut-être que le fluide c'est quelque chose d'autre. Mais tout ça sont des manifestations de quelque chose d'encore plus profond. Le champ de Higgs, le boson de Higgs, c'est comme si tu manipules l'eau. Je prends toujours l'exemple, tu manipules l'eau, il y a des petites bulles qui vont se créer, il y a des grandes bulles qui vont se créer. Et là, toi, tu ne vois pas que c'est l'eau qui fait ça. Et tu dis, oh, il y a des petites bulles, il y a des grandes bulles. Et tu laisses la chose même qui est à l'origine de tout ça. Donc, tu laisses tout ça, tu vois. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, le champ de Higgs, c'est tout simplement dû à la vraie nature même de l'espace. Voilà. Si vous voulez fabriquer des accélérateurs de particules qui font 1 million de kilomètres de long, vous n'allez pas détecter le graviton parce que le graviton n'existe pas. En parlant du gravitino, on va parler du gravitino. Si on ne détecte pas le graviton, on va faire pour détecter le gravitino. Donc c'est ça, hein. Et avant de te laisser, je voulais te poser une simple question. Si je prends cette craie et que je dis, d'abord je vois les molécules, ensuite je vois les atomes, ensuite je vois les protons, ensuite je vois les quarks et je rentre à l'intérieur du quark. Disons que je vois quelque chose d'autre que j'ai appelé X. Si je zoome encore, je vois quelque chose que j'appelle Y. Si je zoome encore, je vois quelque chose que j'appelle Z. Forcément, je vais zoomer, jusqu'à zoomer, et venir voir quelque chose. Après cette chose que je vais voir là, il n'y aura plus quelque chose d'autre. C'est le point final. C'est la dernière chose que je vais voir. C'est elle qui va constituer tout. Donc, pour te dire que si on zoome sur la matière, on zoome, on va venir au final voir quelque chose qui ne sera pas constitué de quelque chose. C'est forcé. Ça, je n'ai pas besoin de te montrer mathématiquement. Il y aura quelque chose qui ne sera pas constitué de quelque chose. Donc, je te pose la même question. Si je zoome sur la matière, je zoome, au final, il y aura quelque chose qui ne sera pas constitué de quelque chose. Parce que si cette chose est encore constituée de quelque chose, on va répéter ça jusqu'à l'infini et ça n'aura aucun sens. Donc, il y aura quelque chose qui ne sera pas constitué de quelque chose. Et ce quelque chose qui ne sera pas constitué de quelque chose, c'est elle qui constitue toutes les autres choses. Si on remonte, ça peut être l'éther. Tu vois, non? Donc, je te laisse avec cette pensée et je te dis à plus pour de nouvelles vidéos. Si tu as des commentaires, si tu as des réflexions, n'hésite pas à me dire dans les commentaires.